puis voilà. Prévention primaire, j'ai envie de dire, non? Tout à fait. Alors, on va aller vers les solutions, vers ce qui est possible. Justement, il existe des accompagnements institutionnels. On a des choses qui existent. Alors, on a nommé la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées et pas en situation de handicap. Moi, je dis ça, je refais passer le message. Qui, donc, en effet, attribue la reconnaissance du handicap. Donc, ce sont des personnes que l'on peut contacter, même s'ils ont énormément de travail. Les dossiers sont complexes, mais voilà, s'il y a des questions. Laurent, tu allais dire? Oui, il y a une chose qui est importante il y a une chose qui est importante sur le dossier MDPH, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aménagements qui coûtent rien. Il m'est arrivé de faire des interventions en ergonomie où j'ai juste eu à régler le poste de travail. Il était tellement mal mis en place que le simple fait de régler la hauteur du siège sur un poste tertiaire, de remettre l'écran où il fallait, en fait, d'aménager le poste comme tout un chacun devrait pouvoir le faire, mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, il y a une formation dessus. Une formation dessus. Et donc, il y a des situations qui coûtent absolument rien. Et puis, il y a d'autres situations où, effectivement, on peut avoir un investissement, où on peut avoir un minimum d'argent à donner. Et pour ça, il y a des aides. Il y a des aides qui sont envisageables et dont on va parler après. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'une personne qui pose un dossier MDPH, un dossier à la MDPH, pour être reconnue en qualité de travailleur handicapé, peut mettre en place, peut démarrer un aménagement de son poste à partir du moment où elle a un accusé de réception de son dossier. D'accord? Donc, c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui intègrent, qui vont dans une entreprise, ou alors une personne qui est tombée malade et puis qui retourne dans l'entreprise et il y a besoin d'un aménagement de son poste. Le simple fait de déposer son dossier et d'avoir l'accusé de réception lui permet d'aménager le poste et d'avoir des subventions dont Audrey va, je pense, parler. C'était une transition. C'était une transition, mais Audrey, non. Mais justement, alors, il y a d'autres organismes. Audrey, est-ce que tu souhaites rebondir sur le message de Laurent? Non, c'est bon. Non. Donc, en effet, il y a des subventions. Et contactez-nous, venez nous voir, on vous en parlera. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Alors, il y a Cap Emploi, anciennement Samet, les experts. Là, j'ai besoin de vous. Pas entendu. Cap Alors, Emploi, anciennement Samet. Samet. Qui alors, donc. pour apporter de l'information par rapport à ça, lorsque l'entreprise a un taux d'emploi de personnes handicapées à 3,5, il lui manque 2,5. Ces 2,5 vont se transformer en contribution. En contribution, et cette contribution va être payée à l'URSSAF. Et l'URSSAF va ensuite dispatcher cet argent en fonction des besoins et via un réseau, c'est le réseau des Cap Emploi, qui va demander une intervention ergonomique, qui va demander une intervention d'un psychologue, qui va demander une intervention d'une assistante sociale, etc. et qui va financer ces interventions et les aménagements en question avec cet argent. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des subventions. Restez pas isolés, restez pas seuls. Vous n'avez pas forcément toutes les solutions en main, mais voilà, des gens sont là pour vous les apporter. Ensuite, on a l'AGFIP, l'URSSAF depuis 2020. Alors, après, j'ai quelque chose d'imprononçable. Oui. Collecteur des contributions et financeur d'actions d'aménagement de postes. Vous pouvez nous en dire plus? C'est le FIPHFP, donc c'est Comme ça. voilà, Très bien. qui a un parallèle. L'AGFIP va être en charge des structures privées, des entreprises. Oui. Le FIPHFP va être en charge des structures publiques. Public. Super, très bien.
Alors, les grandes entreprises signent des accords d'entreprise pour utiliser leur contribution en interne, qui est contrôlée par la GFIP. Eh ben, je reprends la parole alors. À toi Agnès, après, on viendra t'interviewer. Hein. Il y a un petit calcul du quota là dont tu nous as parlé. Vas-y, Laurent, à toi, je te remercie. Donc, lorsque les entreprises, certaines grandes entreprises, plutôt que de verser leurs cotisations, leurs contributions à l'URSSAF, anciennement la GFIP, préfèrent le garder en interne pour le diffuser, pour dispatcher cet argent en interne. Donc, ils créent ce qu'on appelle, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, la mission handicap. Et une personne responsable de la mission handicap va s'occuper de l'ensemble des personnes handicapées de l'entreprise pour, déjà pour connaître pour avoir un point sur les différentes situations et puis, si nécessaire, faire venir un expert ou intervenir en tout cas auprès de ces personnes-là. Et l'objectif, c'est toujours le même, hein, c'est toujours que la personne soit bien dans ses baskets et qu'elle puisse continuer à travailler dans l'entreprise. Super, super. Merci beaucoup, Laurent, pour tous ces éclaircissements. Parce qu'en effet, quand on ne le sait pas, eh bien, on ne le sait pas, tout simplement. Donc, ne restez pas isolés. Il y a des professionnels qui sont là et qui peuvent vous répondre. Alors, Agnès, donc, tu nous avais parlé du calcul du quota de personnes handicapées. Non, ce n'était pas celui-ci. Alors, Tu nous avais parlé d'un la GFIP. calcul. Oui, je te remercie. C'était sur la réforme de la GFIP, donc, qui a été menée en 2020 et applicable en 2021. En fait, donc, cette obligation légale donc, d'emploi des personnes en situation de personnes handicapées, donc les fameux 6% de masse salariale, faisait donc suite à un calcul donc, de 6%. Les entreprises avaient donc un taux d'emploi, avaient une obligation d'emploi qu'elles pouvaient minimiser avec des achats, notamment avec le secteur adapté, les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, avec des achats sur des fournitures de services, que ce soit espace vert, blanchisserie, des services classiques, traiteurs, bon, des prestations. Donc, la loi a été modifiée sous deux angles, c'est-à-dire que déjà, et d'une, c'est plus la GFIP, les collecteurs, donc comme l'a dit Laurent, c'est l'URSSAF, donc applicable en 2021 via la DSN, donc qui se met en route là, mars et peut-être mai, parce que les décrets d'application, il faut que la DSN soit opérationnelle aussi. Donc, on déclarera toute personne qui a une RQTH dans sa base de données. Et le calcul du taux d'emploi sera uniquement sur les personnes qui sont en situation d'emploi dans l'entreprise. On ne viendra plus déduire avant l'obligation d'emploi sur les prestations avec les ESAT et les EA. Donc, c'est vraiment une volonté de la loi de vouloir inclure les personnes. Donc, vous rentrez dans le calcul les personnes qui sont en apprentissage, les personnes qui sont en stage, les CDD, les parcours emploi-compétences, les contrats d'intermittence, ça pourra être, et bien sûr, donc l'intérim. Et donc, tout ce qui est inclusion dans l'entreprise rentrera dans la DSN et rentrera dans le calcul. Donc, le calcul donnera ce fameux pourcentage, donc on va dire qu'on est à 3,5 pour une entreprise classique, et donc donnera lieu à un montant. Donc, c'est un calcul fiscal qui est revu à la hausse, bien sûr, chaque année. Enfin, je rigole, c'est un petit point d'humour. Donc, c'est un calcul. Et à partir de là, les entreprises qui passent encore par bien sûr, il faut continuer à passer par le secteur adapté, donc les ESAT et les EA viendront déduire un petit peu de leur facture le montant qui leur reste à payer, avec un calcul qui s'est amoindri au niveau du pourcentage et c'est moins intéressant. Donc, à mon avis, les 3,5% vont diminuer parce que c'était un 3,5% un petit peu biaisé, du coup, parce que le calcul se faisait avant et maintenant, il se fera après. Donc, je pense qu'on aura la réalité via la DSN sur l'année 2021, cette année 2022 avec le recul, de taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Bon, ben on sera vigilant. On va regarder ce qui s'y passe. Voilà. Merci Agnès. Donc, un changement. C'est technique, mais pareil, hein, si vous voulez des informations, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. N'hésitez pas. Alors, donc, Elisabeth aussi, tu pourrais nous… Alors, pas qu'Elisabeth, loin de là, parce qu'en effet, Dragonfly aussi, toi Agnès. En fait,
on se rend bien compte, hein, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, l'accompagnement est essentiel. Un, pour la personne qui reçoit son entreprise, ce chef d'entreprise. Deux, pour le manager qui reçoit aussi, mais finalement déjà en amont de tout, la personne qui a ce handicap. Et cette personne qui a ce handicap peut être elle aussi accompagnée par des ESAT, accompagnée par toi Agnès au sein de Dragonfly Intérim et pas que, et des associations aussi comme Comet, voilà, ce principe d'association. Alors vas-y Elisabeth, je te passe la main. Parle-nous un peu de ce qui se pratique. Et donc, après Agnès, ce sera à toi. Merci. Le Comet est une association qui est financée par l'AGFIP et la FIP, qui regroupe en fait une équipe pluridisciplinaire qui sont basés dans les centres de réadaptation, donc milieu médical. Une association justement qui œuvre pour l'insertion précoce, c'est-à-dire qu'une personne qui est dans ce centre, en hôpital de jour ou en hôpital complet, est sollicitée, si elle le veut, à construire un projet professionnel. Et une équipe pluridisciplinaire, les orthophonistes, les kinés, les ergothérapeutes, les ergonomes, les psychologues du travail, arrivent à construire et à discuter justement pour aider cette personne à évoluer dans son parcours et dans sa réinsertion, puisque cette personne a été exclue, s'est exclue à un moment donné du parcours traditionnel. Et je trouve, pour y avoir une petite expérience, cette approche est hyper intéressante parce que ça re-questionne le travail et le handicap. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne ne soit pas complètement désinsérée de ce milieu et lui donner en fait espoir pour se projeter sur un autre projet. Donc, je pense que tu connais Agnès et puis Laurent aussi, vous connaissez ces associations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça a lieu d'exister? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà, de pouvoir accompagner la personne au moment justement où elle est le plus mal pour lui donner un espoir et se projeter sur un avenir professionnel. Oui, Alors j'utiliserai pas le Agnès, terme Laurent. Oui, j'utiliserai peu le terme espoir parce que pour moi, il y a une connotation un petit peu. Bon, on te donne l'espoir, mais bon, non, je crois qu'il y a Oui, vraiment un l'espoir, c'est accompagnement. t'accompagner sur quelque chose qui est au bout. Donc, en fait, on te donne de l'espoir pour te donner de la lumière. C'est De la ça. vitalité, je pense. Et je crois que oui, c'est ce qui est fondamental, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui va permettre, en prenant en considération l'ensemble de la situation de la personne, de l'amener vers, ce qu'on appelle dans le milieu des ESAT et des EA, Oui. le milieu ordinaire. Voilà, c'est ça. Et c'est assez fondamental. Pour ces personnes-là, c'est quelque chose de particulièrement important. On retrouve dans les comètes des gens qui ont eu des accidents de la route, des gens qui ont eu des accidents, des AVC, en fait, tout type d'accidents de la vie. Je répète auxquels on peut tous être Potentiellement avoir affronté. de notre vie. Tout à fait. Là, pour avoir travaillé donc, dans un établissement de services d'aide par le travail, donc l'ISAT, qui accueillait du handicap petit cérébrolésé, donc cérébrolésé suite à accident de la route. Donc, et bien sûr, c'est essentiel, sachant que les parcours au niveau du soin sont très très longs. En psy, ça peut aller jusqu'à 10 ans d'affilée. En effet, là, je vais reprendre le terme d'Elisabeth, il faut un espoir. C'est un espoir de sortie, un espoir de pouvoir se réinsérer dans la vie classique. Et ça passe notamment par un partenariat avec les établissements et notamment avec les ESAT. Nous, on fait énormément de stages pour permettre à la personne de se remettre dans un rythme, des stages courts, c'est une semaine, 15 jours avant d'imaginer une insertion. Ça peut être à mi-temps,
on prenait vraiment en compte voilà, le rythme de la personne, son traitement, enfin, la lourdeur de son parcours aussi et de sa pathologie, et pour justement lui permettre de se projeter et lui permettre de pouvoir avoir justement un projet de vie et un projet de vie hors système de soins. Et je crois que là, c'est essentiel et vraiment sur des parcours comme ça, les établissements adaptés ont une réelle valeur ajoutée à pouvoir travailler en collaboration avec des établissements qui travaillent dans les établissements de soins pour pouvoir vraiment se coordonner. C'est vraiment essentiel. Ben, merci. Merci. Tout ça, c'est des messages d'espoir, du passage à l'action aussi. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des solutions et elles existent. Donc, ne restez pas seul. On ne le répétera jamais assez. Vous, chef d'entreprise, face à une situation, manager, et vous, personne qui subissez d'un seul coup un changement comme ça, brutal, une transformation, parce que c'est rare qu'on le souhaite, ce handicap. Hein. Rarement, rarement, rarement. Ça nous tombe dessus. Et du coup, on va passer, en effet, il y a eu d'ailleurs un petit changement, la QVT qui devient la QVCT, qualité de vie des conditions au travail, des conditions de vie, des conditions de travail. Et puis donc la RSE, alors elle est appréciée, moyennement appréciée, voire très critiquée. Laurent Roger serait là, il nous dirait « mais au moins la LED mérite d'exister ». Et Laurent Elmedioni va nous dire « oui, mais ça ne va pas assez loin ». Et finalement, voilà, ce qu'on souhaite dire, c'est ce qui est important, c'est savoir vivre ensemble, savoir vivre avec cette différence. Laurent, je vois dans ton regard. Dis-nous ce qui te vient en tête là sur RSE et tout ça. Je parle de la RSE, c'est ça? Allez, parle-moi de la RSE. Oui, je trouve que c'est beaucoup de communication. Voilà. Moi, ce que j'en pense, c'est beaucoup de communication pour peu d'actes. Et pour avoir répondu à des appels d'offres, on nous demande maintenant de mettre une planche sur les RSE. Et je fais comme tout le monde, je mets une planche, mais qui ne veut rien dire au fond. Parce que je fais ce qu'on me demande de faire pour essayer de remporter le marché. Avoir Mais bon sur le verre, ouais. voilà, et je pense que plutôt de vouloir, enfin c'est bien, et je pense que Laurent a malgré tout raison, Laurent Roger a malgré tout raison, ça a le mérite d'exister, mais on est loin d'aller là où il faudrait aller sur toute cette question de responsabilité sociétale des entreprises. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est justement, pour passer vraiment à l'action, Elisabeth, Laurent, Audrey, Agnès et notre autre Laurent qui est de l'autre côté, je sais que vous aimez parler de alors j'inverse un peu les choses, de la prévention primaire, mais finalement, et si on faisait tout de suite bien, si au premier achat, c'était le bon fauteuil, au premier achat, c'était le bon écran, au premier achat, c'était le bon bureau droit et pas arrondi pour avoir travaillé dans de grands groupes. J'ai eu droit à la vague, j'ai eu droit à plein de choses, c'était magnifique, hein. On a eu de super bâtiments. Mais voilà, et si c'était superbe et utile, et finalement, ça ne reviendrait pas forcément beaucoup plus cher, hein, c'est cher à votre cœur, cette prévention primaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Elisabeth, Évidemment, Laurent. évidemment, prendre des choses en amont, le plus en amont possible, c'est quelque chose c'est l'idéal. C'est l'idéal. Tu donnais l'exemple d'un bureau à vagues. Il est clair que c'est magnifique, hein. Et les vendeurs savent le faire, savent le vendre, hein. Le problème, c'est que d'un point de vue de la position de travail sur ces bureaux, c'est pas top. C'est vraiment pas bien. Et et donc, voir ces questions d'aménagement d'espace, d'aménagement de postes de travail. Alors, on parle beaucoup du tertiaire, mais c'est aussi dans l'industrie, c'est aussi dans l'hospitalier, c'est dans tous les secteurs d'activité. Le voir le plus en amont possible va permettre de limiter la casse. Quand vous concevez un nouveau bâtiment, intégré à la conception le facteur prévention et le facteur prévention
primaire, c'est-à-dire on va anticiper les espaces ou les lieux. Je vous donne un exemple de base, hein, c'est l'open space tertiaire. Si on cherche à positionner les bureaux perpendiculairement à la fenêtre, eh ben, on évite d'un côté les éblouissements, de l'autre côté les reflets sur l'écran. Alors pour la petite histoire, j'ai eu un accompagnement à faire sur un aménagement, sur un réaménagement d'espace, et le sujet de l'orientation des bureaux est revenu sur 5 réunions. Vous imaginez le temps que ça coûte, le temps que ça prend, le prix que ça coûte avec le nombre de personnes que nous étions autour de la table, pour faire comprendre à l'architecte que perpendiculaire aux fenêtres, c'est mieux d'un point de vue prévention. Donc, il faut que les mentalités changent. Il faut que l'ensemble des acteurs qui font la conception d'espaces de travail intègrent cette prévention, intègrent les conditions de travail dès l'origine. Pour le milieu du handicap, c'est lorsqu'une personne entre dans l'entreprise, eh ben, elle a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, envoyant un ergonome pour faire un point avec elle de sa situation. Et puis, ça peut prendre une demi-journée, une journée. Ça n'a pas un coût très important. Par contre, on sait que la personne va éliminer toutes ces contraintes liées à l'espace de travail, liées à son organisation de travail, et va pouvoir se focaliser sur son activité. Merci Laurent. Elisabeth. Je rajouterais quelque chose en fait. Effectivement, tu as raison, en fait, il faut penser quand on se lance dans la construction d'un bâtiment et tout simplement hein, pour la circulation en fauteuil roulant, il faut quand même y penser. On n'y pense pas systématiquement. Mais également peut-être se dire que potentiellement on peut être handicapé. Handicap de la vie, ça arrive n'importe quand, chez n'importe qui. C'est peut-être en prévention primaire, c'est se poser la question, si un jour ça arrive à un de nos collaborateurs, on fait quoi? C'est pas dire, voilà, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on en fait de cette personne? C'est dire, anticiper, dire, s'il y a un jour, il y a un accident de la vie qui arrive chez un de nos collaborateurs, on met quoi en place tout de suite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels sont les parcours de cette personne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour la réintégrer, pour anticiper justement toutes ces entraves au travail? Donc, je pense que déjà, c'est y réfléchir. C'est quoi le handicap? C'est qu'est-ce qu'on peut faire justement si ça arrive? Ça, c'est, je pense aussi, effectivement, une question à... Merci, tu as entièrement raison, Elisabeth. Et c'est pour ça qu'on est exactement ici. En effet, c'est une pierre angulaire. Petit 1, on a Comet, on a Dragonfly, on a des ESAT, on a des établissements qui s'occupent des individus. Une fois que ces individus sont là, sont présents, sont en énergie, eh bien, comment faire? Parce qu'ils peuvent faire partie de votre entreprise ou pas. Hop, on rajoute le brick. Comment on accueille ces individus qui sont ou pas aujourd'hui handicapés, qui deviendront handicapés. Donc, physiquement, hein, l'organisation des postes de travail, l'aménagement de l'entreprise, plus large que le poste de travail. Bon, je n'ai pas assez de mains, mais je vais me recréer une. Aménager l'organisation aussi, Elisabeth. Hein, tu peux nous en dire des mots, ça? Parce que, et voilà, finalement, ce sont des briques. Et quand on imbrique bien, et vous allez voir, on en a d'autres, ben c'est simple après, c'est juste logique. Alors, Elisabeth, aménager l'organisation, c'est-à-dire? Ben, écoute, j'ai un exemple tout simple. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai un problème auditif c'est une maladie qui évolue et ça peut arriver d'un coup. Et il m'est arrivé justement un petit épisode il y a quelques années. J'ai fait une perte auditive très importante et j'avais beaucoup d'acouphènes. Et j'étais dans un poste où j'étais dans un open space et j'étais avec des clients constamment au téléphone.
Et j'étais absente pendant une semaine, je suis revenue. Et ma manager, quelqu'un de très humain, qui me dit, tu sais, Elisabeth, on a discuté avec le management et notre supérieur m'a dit clairement, et j'étais très choquée, qu'est-ce qu'on va en faire d'Elisabeth si elle devient sourde? Donc, j'étais très surprise en fait. Et en fait, avec ma manager directe, on a trouvé un aménagement. C'est-à-dire que je ne prenais plus les clients au téléphone, je prenais leurs demandes par écrit. Et on m'a mis dans un coin d'open space pour éviter que je sois avec un brouhaha permanent. Donc, c'est ça l'aménagement de poste, c'est l'organisation du travail est peu. Si en fait, il y a un échange, s'il y a une communication qui se fait avec le management, euh, il y a toujours en fait des solutions qui peuvent être faites et organisées. Alors, vous voyez, Voilà. là, il y a deux nouvelles pierres qui interviennent. Je vais peut-être couper la parole à Laurent. Non? Donc, je trouvais qu'elle avait eu droit à un bon ergonome pour l'aider à aménager son poste. Alors, mais là, on voit qu'il y a finalement aussi d'autres briques qui sont essentielles. C'est prévoir un accompagnement parce que ce manager, il a accueilli Elisabeth, cette manageuse, ce manager a su l'écouter, prendre du temps. Et finalement, c'est ça aussi qui est important. Cette brique, elle est aussi essentielle. C'est comment le management est formé, comment on lui laisse un peu de temps pour pouvoir s'adapter, parce que finalement, là, c'est un handicap, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose pour s'occuper humainement des personnes qui sont dans son équipe. Et ça aussi, c'est une pierre importante. La petite 1 entre guillemets, c'est tous ces organismes comme les ESAT, Dragonfly, comme Comet, tout ce qui existe pour accompagner l'humain dans son événement de vie. Petit 2, ben voilà, le poste de travail, comment on fait de façon primaire pour vraiment préparer l'évolution. Petit 3, comment on s'offre du temps, on se donne un tout petit peu de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on passe peut-être à côté de ça? Et peut-être que la clé de la rentabilité d'une entreprise, c'est aussi ce temps que l'on offre aux managers, ce temps que l'on offre à notre entreprise à bien grandir. Parce que finalement, ce que vous offrez comme temps à votre entreprise, à vos salariés, aux personnes dans vos équipes, ce sera autant de temps qu'ils retransmettront à vos clients. Et c'est finalement le début de la fidélisation. Une entreprise saine, ça se sent à l'extérieur. Vous voyez, essayez de réfléchir à cette question. Quel va être l'impact de mon action? Quel va être l'impact de ma gestion de mon personnel? Et c'est pour ça, pour moi, il est essentiel qu'Audrey soit aussi présente aujourd'hui, parce que ça soit de l'ergonomie, de la ressource humaine, du juridique, et bien finalement, humanisons un peu nos actions, un tout petit peu. Oser en parler, oser être humain, oser rendre humain le juridique. Audrey est, à mon avis, une très belle représentante de cette action-là. Là, vous avez des ergonomes, vous avez une super agence d'intérim en la présence d'Agnès Dragonfly, je n'arrêterai pas de le dire, parce que voilà, vous avez des gens humains, ne restez pas seuls. Vous avez des questions, il y a des solutions. D'autres personnes l'ont vécu. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, Elisabeth, Laurent, Agnès, Audrey, sur ce que je viens de transmettre? Agnès, je te vois mettre en avant sur ton fauteuil, de ce fait, je te donne la parole. Je vais rebondir, je trouve que pour avoir vécu dans une structure, on va dire, avec plusieurs établissements, donc on est à plus de 200 salariés, je pense qu'il y a une réelle formation et information à faire aux personnes qui sont en charge des achats, parce qu'il n'y a pas de prévention qui sont faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, alors on ne va pas généraliser, mais c'est quand même une tendance, c'est qu'on va baisser le coût des achats. Donc, on va acheter, par exemple, sur un atelier, on va chercher à acheter 40 sièges, on va les acheter tous idem,
pareil, on ne va pas se poser la question parce que c'est le responsable d'achat, c'est un financier qui est à ce poste-là et qui, lui, va voir que la chaise A, elle coûte 200 €, que la chaise B, elle coûte 198 €. Si on multiplie par 40, on va faire une petite économie, puis multiplier par 200 centres, vous voyez l'économie qu'on va faire. Je pense que ce que disaient Laurent et Elisabeth, c'est très important, c'est que cette économie-là, on ne la fait pas humainement parlant. C'est-à-dire que si on prend le temps de faire un diagnostic individuel, de savoir ce que chaque personne aimerait qu'on modifie sur son poste de travail à l'instant T, et 2 ans plus tard, à l'instant T plus 1, et 2 ans plus tard, à l'instant T plus 4, dans le cadre d'une QVT ou d'une RSE, parce que les politiques, elles sont là et elles ont été posées, et c'est bien pour ça, c'était pour faire évoluer les mentalités. Je pense qu'on pourrait avoir des diagnostics qui seraient posés et qu'on pourrait aussi pouvoir actionner des choses sur des achats de matériel qui sont en corrélation avec ce que les gens évoluent aussi au niveau physique, évoluent aussi au niveau de leurs problématiques, et que ce qu'on va pouvoir mettre en place individuellement, et là je reprends Stéphanie tes termes, donc humainement parlant, le temps qu'on va prendre, qu'on va acheter ce siège ergonomique adapté à cette personne qui, à 55 ans, a des problèmes de dos, cette personne déjà satisfaite, elle sera dans des meilleures conditions de travail, elle sera moins en souffrance, elle ne sera pas en arrêt maladie, et elle pourra travailler correctement et avec le sourire, parce que quand on souffre, c'est pas possible de travailler 7 heures par jour quand vous êtes assis sur un siège qui est pas adapté. Et ça, je crois que quand les entreprises auront passé ce cap-là, alors pas toutes, hein, je généralise un peu. Elles vont le passer. On est là pour leur remettre le curseur. Je pense que réellement, il y a un réel travail de formation et d'accompagnement des ergonomes, enfin en tout cas pour moi, sur cette fonction d'achat, de responsable d'achat qui souvent, c'est des financiers qu'on a mis à ces postes-là, et je pense qu'il y a vraiment un retour du terrain à faire avec des diagnostics posés. C'est pas très compliqué à mettre en place, et de poser la question aux personnes qui sont sur le poste de travail et de quoi elles ont besoin, parce que en effet, elles n'ont pas forcément le temps de remonter les informations, parce qu'elles ont des crampes avec leur souris qui n'est pas adaptée, parce que toutes ces situations que vous connaissez mieux que moi. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et l'entreprise a y gagné. L'entreprise elle-même a y gagné, parce que quand l'entreprise aura compris que les ressources humaines sont des ressources, c'est bien posé en termes de quand même étymologiquement, c'est vraiment ça. Et on met les ressources humaines, les charges dans des charges parce que c'est des charges salariales. Non, c'est des ressources. Et quand les entreprises qui ont compris que leur masse salariale, c'était des ressources, elles ont tout compris, parce qu'elles adaptent les postes et elles adaptent leur organisation. Donc, je reprends l'exemple aussi d'Elisabeth, leur organisation de travail, qu'il faut tout le temps repenser et réadapter en fonction des personnes, parce que c'est un collectif et que le collectif, forcément, il évolue. Et que, alors, Audrey, justement, sur ce que nous dit Agnès, parce que je sais, le RH, le milieu du RH, tu connais, partenaire RH, c'est vraiment ton leitmotiv. Dis-nous, parle-nous justement de ce qui est important, de ces valeurs que toi aussi tu défends. Moi, j'aime bien l'approche diversité, en fait, pour inclure cette notion de handicap, parce que elle fait tomber un certain nombre de préjugés, et elle inclut la dimension de différence, parce qu'on a tous une différence à revendiquer. Alors, c'est le handicap, mais ça peut être le sexe, ça peut être l'origine, et je trouve que cette approche-là, en tout cas de l'expérience que j'en ai, elle permet de débloquer des choses au démarrage, voilà, parce que elle ouvre un peu le débat à quelque chose de moins, ça fait un peu moins chape de plomb que quand on parle du handicap. Parlons de la diversité. Avec la diversité, il est plus communément admis qu'on parle d'inclusion, et il s'agit bien de ça, de faire de l'entreprise un milieu d'inclusion. Et je crois, je ne sais pas si j'espère ou je crois, qu'on est quand même, on a démarré une nouvelle ère où ces questions-là seront fondamentales en termes d'attraction des talents et de fidélisation des talents. On en parle beaucoup aujourd'hui, ça passe par là. Et en fait, une vraie politique RH, où le R et le H veulent dire quelque chose, c'est une politique
où le handicap fait partie intégrante d'un engagement qu'on a, qui est de dire effectivement en face de moi, j'ai bien des ressources, j'ai bien des humains et pas seulement des postes de charge et des personnes avec qui, en toute chose, on peut être sur du gagnant-gagnant et sur du respect en fait. Voilà. Exactement. Tu as soulevé quelque chose d'essentiel, en effet, dans la recherche des talents. Mettez-vous pas de barrière. Les gens bons resteront. J'aime bien voir à l'image des plans de départ volontaire, les premiers qui sortent, les premiers qui partent, ça coûte cher des fois, parce qu'on ne s'attendait pas et surtout on n'espérait pas que ces premiers partent. Donc réfléchissez, si vous faites de l'humain dès le début, vos salariés n'auront pas envie de partir. Et au-delà de ça, ils seront eux-mêmes promoteurs de votre entreprise. Donc, chef d'entreprise, manager, réfléchissez bien à ça parce que finalement, la fidélité de vos employés passe et de vos clients. La fidélité de vos clients passe souvent par la fidélité de vos propres employés. Merci Audrey, merci beaucoup pour avoir bougé un peu plus le curseur. Elisabeth, Laurent, est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres informations, d'autres éléments? Elisabeth? En fait, on parlait de valeurs et de compétences. On est tous égaux sur ces valeurs, ces compétences, et cet amour du travail bien fait. Pour avoir fait un stage en ESAT, j'ai vu des yeux pétillants me montrer le travail qu'avait fait une jeune handicapée. Voilà, enfin, c'est juste ça, c'est que le travail peut être un objectif commun. Le travail bien fait dans de bonnes conditions peut être révélateur de talent. Donc, effectivement, diversité, tu as raison, Audrey. Diversité, c'est un peu, par moments, ça me déplaît, mais effectivement, on est tous variables. On est tous, l'être humain, une grande diversité, et la variabilité humaine. Donc, Merci. Je ne sais pas quoi dire de plus. Mais non, mais tu as dit. Merci. Donc voilà, en effet, le fait d'être bien, ça fait que finalement, ça permet, ça autorise et ça offre toute cette diversité, toute cette créativité. Parce qu'on est dans le monde de l'entreprise et la créativité, ça fait bouger les entreprises, ça fait oser les entreprises. Donc, oser être humain pour oser être créatif. Moi, ça me semble pas mal ça. Laurent, est-ce que tu as encore un mot, un message que tu souhaites faire passer? Non, moi j'aimerais insister sur mon stylo bleu. Parce qu'en effet, des fois, c'est pas cher. C'est pas cher. Ce n'est des fois qu'un stylo bleu, qu'un placement d'ordinateur, d'écran face à une fenêtre qui fait mal. À toi, Laurent. Donc, il y a des stylos bleus qui peuvent permettre d'avoir énormément de créativité et d'être bien sur son poste de travail. Et donc, ça ne coûte pas cher par rapport à ce que ça rapporte. Et alors là, c'est dit de but en blanc, mais c'est vraiment ce que je pense. Tout à l'heure, Agnès parlait de siège, il me semble. Opter pour un siège qui soit confort, opter pour un siège qui soit pas nécessairement beau, mais qui soit confort. Je vous donne un exemple tout autre. Acheter une paire de chaussures, le premier des facteurs à prendre en considération, mis à part le prix, bien entendu, c'est l'aspect confort, c'est pas l'esthétique. Parce qu'une belle paire de chaussures avec 15 cm de talon, si on est mal dedans, elle a beau être belle, elle restera dans le placard. Tout simplement. Je trouve ça magistral. Oui, tu veux rajouter autre chose, je te coupe la parole. C'est bon, je suis bien terminé. Donc voilà, rendez utiles vos achats. Merci Agnès d'avoir levé le point sur les achats, parce qu'en effet, rendez utiles vos achats, vous acheteurs. Des fois, déplacer un tout petit peu le curseur fait que tout simplement, vous aurez moins de frais. Un arrêt maladie, ça coûte très cher. Une personne à recruter, ça coûte très cher. Donc, mettez ces facteurs dans la balance. Des fois, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus
vais vous donner des chiffres. Une problématique à l'épaule, une capsulite, c'est 265 jours d'arrêt, il me semble, 38 000 € le coût de cette problématique-là. Un canal carpien, c'est 15 000 € ou 12 000, je n'ai plus le chiffre en tête exactement. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Un fauteuil, allez, si on est sur une moyenne à 500, 600 €, on est sur une moyenne haute. Alors le fauteuil, pour la personne très spécifique, là on va aller plus haut. Mais d'une façon générale, autour de 500-600 €, on a des fauteuils qui commencent à être intéressants. Chef d'entreprise, manager, particulièrement chef d'entreprise, acheteur, RH, reprenez vos tablettes et regardez quelle est l'entreprise, quel est l'intérêt de votre entreprise. Il me semble que c'est d'être rentable. Pour tout à chacun, c'est la rentabilité. Donc, rendez humain cette rentabilité, vous serez gagnant. Et en plus, vous en aurez une magnifique image à l'extérieur de l'entreprise. Moi, ce que je vais vous proposer, chers compères, c'est de rappeler Laurent, parce qu'il est tout simplement temps qu'il revienne auprès de nous. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de la table ronde. À la semaine prochaine pour la synthèse de Laurent. Au revoir.